Los dejo ahora con Christophe Soulès, director del Observatorio Nacional de la Delincuencia y de Respuestas Penales de Francia. Christophe Soulès es criminólogo y director del Observatorio Nacional, como decía, desde enero del 2004 en el Instituto Nacional de Altos Estudios de la Seguridad y de la Justicia. También es el encargado de enseñanza en el Colegio de Oficiales de Gendarmería Nacional, en el Colegio Nacional Superior de Policía, en la Universidad de París II, en el Instituto de Estudios Políticos de París y en el IPAC de Clermont-Ferrand. Es autor y coautor de varias obras, entre estas sus últimas tres son Una historia criminal de Francia, Criminología para principiantes y El terrorismo para principiantes. Muchas gracias, Christophe. Merci beaucoup, bonjour, good morning, buenos días. Je vais essayer, moi, dans les quelques minutes donc, qui me sont imparties, donc, de montrer l'importance qu'ont les données, justement les données policières ou les données sur la délinquance au sens très large, dans la construction notamment des politiques publiques. Il est clair qu'aujourd'hui, l'élaboration d'une politique publique doit passer sur des constats et sur des faits permettant de prendre, d'étayer et de valider des choix stratégiques par les responsables politiques. La statistique, et notamment la statistique policière, doit donc aider à conduire les politiques publiques et intervient donc en appui des processus d'élaboration de ces mêmes politiques publiques. Elle remplit donc une mission de service public qui a pour but d'éclairer le décideur, mais qui vise aussi à nourrir le débat démocratique en fournissant à tous les citoyens les éléments d'information leur permettant de se faire leurs propres idées sur une situation ou le bien fondé d'une décision, et notamment d'une décision politique. Alors en matière économique et sociale, l'État, notamment en France, fait très souvent usage de statistiques pour adapter ses politiques ou pour justifier ses décisions. Ces données font partie intégrante des processus décisionnels et notamment des schémas d'élaboration des lois ou des règlements. En revanche, dans le domaine du crime, et notamment de l'évaluation des politiques de prévention ou de répression de la délinquance, la statistique n'est malheureusement pas toujours un élément central. En France, durant de très nombreuses années, au sein du ministère de l'Intérieur, la statistique n'a pas été vue comme un moyen d'évaluer une action ou de connaître les phénomènes criminels, mais plutôt comme l'opportunité de répondre à une simple question: la délinquance est-elle en baisse? Or, l'adaptation des politiques publiques en matière de sécurité nécessite pourtant des réponses ciblées, actualisées, réactives. Il est indispensable de connaître les évolutions, tant conjoncturelles que structurelles, du crime. On sait que la criminalité évolue rapidement, que de nouveaux marchés criminels se développent, que de nouveaux modes opératoires ou de nouvelles cibles généralement apparaissent tous les mois, voire même tous les ans, et que certains acteurs également du crime se trouvent de nouvelles vocations. Et la connaissance donc des phénomènes criminels doit aller au-delà de la simple perception administrative et comptable des infractions enregistrées par la police, car, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'infractions, beaucoup de délits restent ignorés faute de dépôt de plainte ou en l'absence de constatation de l'infraction par les services répressifs. La demande de données donc, sur la criminalité et la délinquance répond à des besoins distincts et leur usage ne se limite pas à la sphère médiatique. Elles servent entre autres à l'évaluation de la lutte contre la délinquance, l'évaluation de l'efficacité de la police ou d'autres administrations susceptibles de constater des infractions. Et dans le débat public, elles interviennent dans le jugement de l'efficacité de la politique de sécurité. Et puis elles peuvent aussi entrer en ligne de compte, tout simplement, dans les prises de décision des personnes physiques ou morales, comme par exemple à l'occasion de déménagement ou d'achat de véhicules. Tout comme le journaliste, les autres utilisateurs des statistiques de la délinquance sont confrontés au décalage qui existe souvent entre les données disponibles et l'usage qu'ils souhaitent en faire. Pour ce qui est de l'évaluation des services ou d'une politique, la tentation est souvent celle du chiffre unique. Il s'agit d'appeler délinquance un indicateur statistique existant et de considérer ces évolutions comme étant celles de la criminalité au sens large du terme. On produit ainsi en direction des citoyens un message simple, facile à comprendre et à transmettre, dont on peut considérer que c'est précisément l'objet d'une communication politique. Par ailleurs, la mesure statistique dépend souvent des personnes qui y participent, et notamment des règles méthodologiques auxquelles elles doivent se conformer. Et cette relativité, justement, signifie notamment qu'on ne doit pas confondre le chiffre, qui est produit par un outil statistique, avec le phénomène auquel il se rapporte. Pour éviter cette confusion, il faut donc être très attentif aux termes employés
pour présenter les chiffres. Par exemple, dire que les cambriolages ont baissé sur un an est toujours une affirmation abusive. Elle est d'autant plus si on s'appuie uniquement sur les données enregistrées par la police et la gendarmerie. Dans un tel cas, une formulation non équivoque, une formulation plus juste, serait les faits constatés de cambriolage enregistrés par la police ont baissé sur un an. Le choix, en toute connaissance de cause, de la première formulation au détriment de la seconde serait donc révélateur d'une volonté de simplification qui peut parfois être trompeuse. Et c'est d'autant plus d'actualité qu'en ce moment même en France, il y a une vive polémique opposant le chef de l'opposition parlementaire et le ministre de l'Intérieur, justement sur l'usage et l'interprétation des statistiques de la police et de la gendarmerie, où chacun a sa propre interprétation des mêmes données. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les décideurs politiques éprouvent de la méfiance pour les évolutions concernant les statistiques. Même si on leur présente les effets pervers des données qui sont utilisées et le bénéfice éventuellement en termes de politique publique de leur remplacement par des informations plus adaptées et plus détaillées, il existe toujours pour le responsable politique une crainte de l'inconnu. D'une part, il redoute de ne plus avoir les clés pour lire les chiffres et de ne plus pouvoir anticiper la façon dont ils seront jugés, et d'autre part, ils savent que cela suscite très généralement des soupçons de manipulation des données. En France, les fichiers de police, les libertés individuelles sont usuellement opposés. La création, la modernisation ou encore l'extension des bases de données au sein de l'administration alimentent régulièrement, très souvent, le débat sur la protection du droit à la vie privée. Et ceci est d'autant plus vrai que les fichiers qui ont, en France, souvent été cachés par les services de l'État durant des années, font aujourd'hui l'objet d'une visibilité accrue du fait tant de la législation en vigueur que de la veille médiatique, notamment, et surtout associative. Pourtant, on le sait, pour agir efficacement en matière policière, il est essentiel de conserver, de retraiter et de rapprocher les informations. La mobilité des personnes et des flux, marque de notre société de liberté, et l'exigence du rapport, de la preuve qui fonde aujourd'hui l'état de droit, rendent plus que nécessaire le recours à des informations nominatives et à des données les plus détaillées possibles. Bien entendu, aucun traitement automatisé ne peut à lui seul se substituer aux compétences des forces de sécurité, sans lesquelles des affaires résolues, notamment en flagrant délit, ne pourraient être constatées. Le raisonnement déductif qui structure toute enquête judiciaire, le recueil et la synthèse du renseignement opérationnel relatif à un risque ou une menace sont des activités capitales qui renvoient à l'exercice des facultés de jugement et de la capacité de discernement des agents de la force publique. Pourtant, depuis des années, les données ont pris de plus en plus d'importance dans le champ de la sécurité, suite au développement notamment de nouveaux logiciels de traitement, mais également de l'analyse massive de données, ce que l'on a appelé, ce que l'on nomme le big data. Appliqué à la sécurité, le big data permet de décloisonner différents types de données issues de nombreux acteurs pouvant intervenir dans le champ de la sécurité intérieure. Ainsi, aujourd'hui, le big data accélère considérablement le temps de la collecte de l'information. Puis il permet également d'accélérer l'analyse de l'information grâce au croisement entre différents facteurs ou différentes données. C'est cette approche multisource qui est essentielle et on l'a redit tout à l'heure. Cela donne notamment la possibilité aux décideurs d'obtenir une information plus rapide, plus fine et donc un maximum de capacité à pouvoir prendre des décisions stratégiques. Cela implique bien entendu que les données soient de qualité et qu'elles puissent être partagées. En France, dans le domaine de la sécurité, et notamment en matière de sécurité publique, nous sommes encore très loin de l'utilisation du big data à des fins opérationnelles. À 4 reprises, un appel d'offres lancé par le ministère de l'Intérieur sur le thème de la cartographie et du big data a été déclaré infructueux. Pourtant, pour la police et la gendarmerie, l'enjeu est de pouvoir disposer des outils performants leur permettant de traitement de masse de nombreuses données contenues dans les multiples fichiers dont ils font aujourd'hui usage. Aux côtés du développement du big data en matière de sécurité depuis maintenant 5 ans, les logiciels dits d'analyse prédictive ne cessent de faire parler d'eux. Il s'agit tout simplement, grâce à des algorithmes et à un traitement massif de données, d'essayer de prévoir là où les infractions seront commises. Cela n'est bien sûr pas sans rappeler le fameux film de Steven Spielberg, Minority Report, et de même, qui n'a pas entendu parler du logiciel américain PredPol, mis en place dans de nombreuses villes des États-Unis, et dont on vante très souvent, avec parfois des controverses, les résultats en termes de baisse de la délinquance. En France, la Gendarmerie nationale a commencé à développer un logiciel de ce type en vue d'utiliser des méthodes d'analyse prédictive, temporelle et spatiale, afin de connaître, si possible,
quand et où les infractions pourront être commises. Ce logiciel porte notamment sur une échelle macroscopique, avec ce qui est appelé des zones de chaleur, où le risque de commission d'infraction est le plus élevé. Par ailleurs, la gendarmerie travaille sur la délinquance de masse, car ils ont besoin de séries statistiques s'appuyant sur la loi des grands nombres. Les méthodes d'analyse prédictive ainsi développées devraient plutôt être un outil d'aide à la décision pour les chefs opérationnels qui pourraient être ainsi maîtres localement de l'utilisation des données produites. L'analyse prédictive a ainsi une vocation tactique qui devrait permettre là aussi d'orienter les patrouilles ou de parer certaines menaces en prenant des actions préventives telles que des mesures notamment de sensibilisation. Et l'analyse prédictive devrait également avoir une vocation stratégique permettant une optimisation des ressources humaines, notamment, par exemple, en France, la saison estivale, les renforts des effectifs pourraient être mieux optimisés en fonction des zones pressenties comme les plus criminogènes. On peut également utiliser le predictive policing dans une perspective d'enquête policière. Par exemple, pour trouver l'auteur d'un meurtre, il s'agirait alors de cibler une personne en croisant une multitude de données sur le mode de passage à l'acte, des informations ADN, des systèmes de vidéosurveillance. C'est un procédé aujourd'hui assez classique, que l'on voit très souvent d'ailleurs utilisé au cinéma. On parle aussi de geographic profiling, quand une série de crimes semble être associée au même auteur sur un territoire donné. Prenons le cas d'un violeur, grâce au modèle spatial d'évolution des viols, on peut dessiner un profil spatial du criminel et essayer éventuellement de prédire là où il pourrait vivre. Le deuxième usage, également très répandu, c'est celui de la patrouille de police au quotidien. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est de ça dont il s'agit dans la presse, la possibilité de prédire l'apparition de petits crimes ordinaires, comme les cambriolages ou les vols de véhicules, dans l'espace et dans le temps, pour mieux organiser les patrouilles de police. Mais on essaie aussi, et notamment en France aujourd'hui, de prédire des profils de personnes susceptibles de passer à l'acte, dans le champ notamment du crime organisé ou du terrorisme. Et là, il ne s'agit plus de prédire un crime, mais de dessiner les profils de ceux qui pourraient être les terroristes de demain. Malgré l'engouement pour ces nouveaux logiciels, il faut pourtant être bien conscient qu'ils ne pourront jamais suppléer l'analyse humaine et surtout qu'ils dépendent à la base de l'humain. Et le premier biais concerne la mesure même de la criminalité et donc la qualité de données qui vont être exploitées à travers ces logiciels. Ces logiciels ne prennent en effet en compte que les crimes et les délits constatés par les forces de l'ordre. Il suffit donc d'un changement dans les pratiques d'enregistrement des policiers pour faire varier les chiffres. Or, par exemple, PredPol est aussi et avant tout un outil d'enregistrement et de classification des délits enregistrés par la police. Ce qui pose la question, notamment, de la nature des délits qui sont enregistrés et de ceux qui sont utilisés pour l'évaluation et la prédiction. Ainsi, bien sûr, que les questions qui se posent sur la qualité de la géolocalisation de ces faits. Par ailleurs, on sait que les enquêtes de victimation ont montré que les taux de plainte étaient très très faibles. En France, par exemple, 10% seulement des violences sexuelles sont rapportées à la police, 50% des vols avec violence et 30% des violences physiques. De tels logiciels ne portent donc que sur une infime partie des crimes et des délits réellement commis. De même, les informations qui seront utilisées dépendent en grande partie de la qualité de la collecte et donc de la manière dont les agents de terrain vont enregistrer les faits, renseigner les champs caractérisant l'infraction. Or, par exemple, là aussi, en France, malgré le développement de nouveaux systèmes d'information, aujourd'hui plus performants, on constate que de très nombreuses informations sont manquantes, faute d'enregistrement à la base par les policiers, ce qui va bien entendu très fortement limiter les capacités d'analyse, que ce soit les capacités d'analyse humaines ou les capacités d'analyse de ces nouveaux logiciels de traitement des données. Le rôle et la place des nouvelles technologies dans l'architecture de la sécurité intérieure, tout comme d'ailleurs dans la société française, sont l'objet de débats récurrents, où les rôles respectifs de l'humain et de la technique sont sans cesse mis en perspective. En matière de sécurité, il convient de se garder d'une démarche du tout technologique, où les réseaux, la mobilité, l'ensemble des dernières innovations seraient seuls à l'origine d'un bond sensationnel dans le futur pour les policiers et les gendarmes, leur garantissant ainsi l'efficacité dans le renseignement ou les enquêtes. Le risque serait grand alors de tomber dans le travers où
le policier ou le gendarme ne serait plus que l'utilisateur d'une panoplie technique dont il n'aurait qu'à actionner les fonctions, à appuyer sur un bouton pour assurer les missions de sécurité publique, voire dans une survalorisation de la technique, avec le risque que cette dernière soit perçue comme une barrière entre les citoyens et les forces de l'ordre. En réalité, il en va de la relation des nouvelles technologies avec la sécurité comme de la place de la technique dans nos sociétés. Prévention des crimes et délits, identification des criminels, ou à l'inverse, mise hors de cause de certains suspects que tout accusait, résolution d'affaires complexes, violentes ou traumatisantes, parfois des années après la commission des faits, suivi en temps réel des victimes d'une catastrophe naturelle, identification des causes d'un sinistre. Il n'est pas un champ de l'action policière qui ne fasse l'objet aujourd'hui d'un appui technologique ou scientifique. Pour autant, et j'en terminerai par là, il est fondamental de garder à l'esprit que si le développement des nouvelles technologies constitue un formidable facteur de progrès pour les forces de l'ordre, la technique n'est d'aucune utilité sans l'expérience du fonctionnaire ou du militaire qui manipule l'outil, sans le discernement de celui qui examine le résultat d'analyse faite à travers des logiciels, sans la capacité des effectifs, et notamment des effectifs de police, à prendre du recul avec certaines données, à les interpréter, sans la connaissance du terrain des policiers et des gendarmes, sans leur intelligence des situations. Jamais un objet, une machine, un ordinateur, un résultat d'analyse technique ne se substituera en effet à l'homme. Mais bien utilisé, bien manœuvré, bien exploité, cet objet, cette machine, cet ordinateur rend le policier et le gendarme plus intelligents et plus efficaces, et ce, au service de nos concitoyens et d'une politique publique de sécurité beaucoup plus pertinente et efficiente. Je vous remercie. Muchas gracias, Christophe. Ha sido una interesante presentación, la primera parte para ver cómo se inserta, digamos, el análisis criminal al interior de la administración pública francesa, pero también creo que ha sido una buena introducción para justamente la segunda plenaria que vamos a tener, que va a ser justamente más técnica en relación, digamos, con la predicción del crimen y con estas nuevas tendencias de análisis criminal en relación con este tema. Así que muchas gracias, Christophe.